Nous recevons aujourd'hui une grande gueule, mais aussi un grand cœur. Serge de la Fointe, syndicaliste CGT emblématique des années 80 et 90 en Charente. Et Serge est en effet un militant syndical qui sait parfois se montrer intransigeant, mais en même temps, quand c'est nécessaire, avoir le sens du compromis pour sortir des conflits par le haut. Bonjour Serge. Bonjour Jean-Louis. Et je voudrais vous proposer de faire la connaissance de Serge de la Fointe, comme j'ai fait sa connaissance à une quarantaine d'années. Et je vais vous raconter à ce sujet une petite anecdote. Je visitais l'entreprise La Roche-Joubert, qui fabriquait à l'époque, qui était un leader de la papeterie, qui fabriquait les cahiers d'écoliers Oxford, Velin d'Angoulême, etc., qui était une très grosse boîte de 2000 personnes. Et donc je visitais l'entreprise avec son patron, monsieur Jean La Roche-Joubert. Quand on aperçoit au fond d'un atelier, je crois que c'était l'atelier des enveloppes, et on aperçoit un monsieur au bout, et Jean La Roche-Joubert le voit, il me dit « Ah tiens, je vais vous montrer mon délégué syndical ». On s'approche donc de la personne en question, il s'agissait de Serge de la Fointe, vous l'avez deviné, et Serge répond à son patron et dit « Bonjour, monsieur Jean ». Et bon, pour moi, c'était une vraie surprise. J'avais l'impression d'être dans une entreprise du 19e siècle. Et je voudrais demander aujourd'hui à Serge de nous dire, c'était quoi tes relations avec un patron à l'ancienne comme celui-ci? Eh bien, disons que dans le temps, dans ces années-là, les relations de patron et salarié n'étaient pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je participais au comité d'entreprise, au conseil de surveillance, donc on avait une approche quand même assez précise de la situation de l'entreprise, quoiqu'à la fin, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. D'accord. Et quand même, même que ce soit le patron, il y avait une certaine distance, un certain respect de l'ouvrier vis-à-vis du patron. Exactement. Bon, il y avait une fête traditionnelle tous les ans. On avait droit au discours du patron. Les femmes, surtout, comme il était bel homme, applaudissaient à tout rompre. Voilà un peu. Et puis, c'est vrai que dans le temps, il y avait un respect qui, malheureusement, aujourd'hui, n'existe peut-être plus. Et tout en maintenant ce respect, comment est-ce que tu pouvais tenir des positions fermes, par exemple, de défense des salariés? Comment est-ce que ça se passait avec des patrons de cette époque? Eh bien, disons que lui, quand il commençait les réunions du conseil de surveillance, c'était toujours moi, patron de droit divin. Bon, au début, ça surprend un peu. Et puis après, nous-mêmes, nous avons fait des efforts. Nous sommes interrogés sur pourquoi la société était en train de partir n'importe où. On a fait des efforts dans le secteur des comptes, avec des maîtres assistants de faculté qui sont venus nous expliquer les bilans, les ci, les là. Bon, autant on pouvait être intransigeant sur la marche de l'entreprise, qu'après il y a l'homme, et l'homme, quel qu'il soit, il faut savoir le respecter. Voilà. Alors, on va revenir sur La Roche-Joubert qui a connu malheureusement des déboires par la suite. Mais avant de parler de La Roche-Joubert, est-ce qu'on peut parler un peu de toi? Donc, tu t'appelles Serge de la Fointe. Tout à l'heure, j'ai dit de la Fointe, mais c'est de la Fuente, hein, oui, avec des origines espagnoles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines? Alors, voilà, mon grand-père, qui était d'origine espagnole, ainsi que mon papa, sont venus en France en 1922. Mon grand-père avait déjà la fibre dans le sang. Il avait organisé une grève dans les Asturies. Et à ce moment-là, ça rigolait pas. Il fallait qu'il parte. Et compte tenu de la guerre de 14-18, on manquait de bras. On a fait appel à tous les gens qui voulaient venir participer dans les usines, parce qu'avec tous les soldats qu'on avait perdus. Donc moi, comment je suis venu dans le syndicat? J'avais d'abord tous mes oncles qui étaient syndicalistes. Ensuite, je sors d'une famille qui n'était... Mon père lui-même était plutôt, à l'époque, soutien de Félix Gaillard. Donc c'était un peu les radicaux. Et quand j'ai commencé à prendre mes engagements, bon, la CGT était quand même assez orientée avec le Parti communiste. Et mon oncle a voulu, en revenant de l'armée, que je me syndique. C'était en 1963, alors que j'étais rentré à l'usine en 61, mais je ne voyais pas la nécessité. Et après, pris dans l'engagement, je me suis donné à fond pour trouver une solution
pour sauver cette entreprise. Voilà. Ton engagement à la CGT, ça s'est produit à quel moment suite à un conflit? C'était bien avant. Bien avant, j'avais un très bon copain qui s'appelait Belle du Nord. Moi, j'étais au service électrique. Tous les matins, j'allais saluer les camarades de travail. Et puis mon oncle, qui lui malheureusement s'est fait licencier 2 fois parce qu'on l'a accusé d'organiser les grèves alors qu'il y était pour rien, qui était fier de moi et voulait absolument que je sois au syndicat. Alors, je reconnais bien ton tempérament volontaire. Tu tapes sur la table en ce moment, donc si tu peux éviter parce qu'on l'entend au micro. Ouais. Tu as été tout de suite reconnu par tes camarades comme un porte-parole ou comment ça s'est passé? Non, il faut dire que d'abord, on s'est présenté aux élections professionnelles, délégué du personnel, comité d'entreprise. Après, j'ai fait des cours de syndicalisme. Et puis, j'étais quand même un enfant pas facile à l'époque. Je me suis dit, quand même, faut aider nos camarades de travail. Et je suis contre l'injustice sociale. Ça, je pardonne pas parce que je considère que on ait de l'instruction ou pas, il y a des gens qui sont réfléchis et honnêtes partout. Qu'ils soient de gauche, de droite, de la CGT, de CFDT, ce qu'on voudra. J'ai eu de bonnes relations avec tout le monde. Voilà. Alors c'était un petit peu un de tes traits de personnalité, et on en parlera tout à l'heure, puisque ça t'a amené à servir de conciliateur dans de nombreux conflits. Mais avant d'en arriver là, donc la société La Roche-Joubert arrive au début des années 70 dans une situation difficile parce qu'il y a longtemps qu'elle n'investit pas et elle dépose son bilan. Et là, il y a un conflit énorme, les gens ne s'en souviennent pas aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous rappeler en 2 mots la situation? Alors la situation, voilà, d'abord... On avait pris un commissaire aux comptes pour y voir plus clair dans la région parisienne. On nous a dit non, vous n'avez pas le droit, il faut le prendre à Bordeaux. Donc, avec M. Bérodi, qui était le responsable syndical de la CGT en Charente, il m'a dit, mon petit, je vais t'emmener à Bordeaux. Donc, il m'a amené au cabinet Besque. Donc, c'est son frère qui est venu. Il nous a dit, posez toutes vos questions et je monte à la direction. Quand il est revenu, 4-5 heures après, il nous a dit votre patron il vous a raconté que des histoires. Malheureusement, votre entreprise n'en a pas pour 6 mois. Donc là, on en a pris un coup sur la tête. Ça nous a fait drôle, mais c'était la réalité. Voilà, il ne présentait jamais ses bilans. Il présentait des comptes d'exploitation prévisionnels. Donc les banques abondaient, ainsi que le tribunal de commerce y payait l'amende, parce que je ne sais plus si aujourd'hui c'est toujours exigé, ça. Voilà comment, là, on est parti en bagarre. Bon, au départ, faut dire que j'étais pas trop pour l'occupation. Mais les camarades avaient décidé, donc je me suis plié. Et puis après, j'ai eu la chance que Maître Maillasson soit nommé comme administrateur provisoire. Et on a travaillé pendant 6 ans ensemble, d'une parfaite harmonie. Il avait beaucoup de confiance en moi. Il me renvoyait dans les banques, voir les autorités et tout. On a tenu 6 ans comme ça. Alors, il faut rappeler qu'en effet, La Roche-Joubert a été repris, il y a eu plusieurs reprises, etc. Il y avait 2 secteurs, un secteur transformation et un secteur fabrication. Et donc, Maître Maillasson a tenu pendant 6 ans avec Philippe La Roche-Joubert et avec toi, parce que là, on peut parler de cogestion quasiment. Pratiquement. Alors, qu'est-ce que, dans ta tête, comment ça s'est produit, ce passage, j'allais dire, du rôle de l'opposant, d'une certaine façon, que peut être le syndicaliste, à celui de co-gérant pour sauver la boîte? Eh bien, disons que quand on a les comptes devant les yeux et qu'on sait lire un bilan, faut quand même qu'on réfléchisse, parce qu'on peut dire n'importe quoi. Après, oui, ils peuvent payer, machin. S'il n'y a plus de sous dans la caisse, il faut se serrer les coudes les uns et les autres. Et puis, on a travaillé en bonne intelligence. Et je profite de ce micro pour remercier, parce que le premier dossier qui est venu, c'était Corrèze. Et le fondé de pouvoir de l'époque m'a appelé, il m'a dit, monsieur de la Fuente, faut prendre ça, ça ne tiendra pas 1 an, mais sinon, on va vous mettre ça sur le dos. Donc, on a adopté le plan Corrèze. Là, je parle article de papeterie. Pour la fabrication, on était toujours avec Maître Maillasson. Et un jour, Maître Maillasson me dit, monsieur de la Fuente, je pourrais plus tenir. Vous connaissez pas quelqu'un? Et c'est là que j'ai appelé Jean Louinet.
qui gentiment m'a dit, écoute, je connais un gars là qui est chez Robin anciennement, va le voir, monsieur Raymond Sfer, et c'est comme ça que la fabrication a été sauvée, et j'en remercie encore aujourd'hui Jean-Louis. Ben, surtout la personne qui a investi à cette époque-là, donc qui était Raymond Sfer, une personne d'aujourd'hui disparue. Donc, pendant toute cette période, d'une certaine façon, on était dans un univers qui pouvait être d'une certaine façon celui dont on rêvait à l'époque de l'autogestion, Oui. où il y avait les syndicats qui étaient vraiment associés à la marche de l'entreprise. Voilà. Pour un syndicat révolutionnaire, c'est quand même une rupture idéologique, non? Non, pas pour moi. Je trouve que, justement, aujourd'hui, même les syndicats, ils devraient former les militants au niveau de la gestion. Après, qu'on ne soit pas d'accord sur les dépenses, sur le contenu, sur ce qui s'est passé. Mais si tu es dans le comité central d'entreprise ou le conseil de surveillance, et que tu commences à sortir dans les autres entreprises, quand tu vois, on avait 50 ans de retard. 50 ans de retard par rapport aux concurrents directs. Donc ça ne pouvait pas marcher. Et il y avait un peu l'intransigeance de Jean Laroche-Joubert. Quand il allait acheter des machines, il consultait jamais les gens. Il faut savoir consulter ceux qui vont s'en servir. Donc après, on mettait ces machines à la casse à côté de la menuiserie. Alors, ben justement, on va parler de cette consultation des gens et d'une autre manière de gérer une entreprise et de manager des salariés, puisque on a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 secteurs chez Laroche-Joubert qui étaient la transformation et la fabrication. Il y avait aussi un 3e secteur qui était les agendas, et jamais aucun repreneur n'a voulu s'y intéresser. Absolument. Et donc, toi, tu t'es dit, finalement, on va le sauver, et tu as proposé avec les gens du secteur fabrication de créer une coopérative ouvrière de production. Voilà, alors, je suis donc un jour au ministère de l'Industrie, parce que j'ai du temps de Giscard, tout ça, j'y allais souvent, aux roues, toute l'équipe, là. Et la dame qui était là, du ministère, j'ai su par la suite, était la conseillère de Madame Ségolène Royal, Madame Sophie Boucher, qui maintenant porte un 2e nom, je ne me rappelle plus, elle dit, ça vaut rien, il faut le fermer. Et moi, toujours aussi, comme a dit Jean-Louis, un peu grande gueule, j'ai dit, si ça vaut rien, madame, on prend. Donc, le monsieur qui était là et qui avait racheté les actifs, monsieur Sfer, dont il vous a parlé, il me dit, Serge, je veux bien vous le donner à condition que vous ayez le dirigé. J'ai dit, oui, monsieur Sfer, mais on n'a pas un sou. Au ministère, il me fait un chèque sur la table de 100 millions. De francs de l'époque, ce qui était une somme énorme, hein. Et il me fait en nom personnel, donc avec un jeune qui malheureusement n'est pas resté avec nous, que j'avais formé, renvoyé à l'école, passé son bac, faire du droit, un peu de tout. On refait le compte d'exploitation et avec 62 millions, ça allait. Donc je lui dis, recommencez jamais ce que vous avez fait. Si j'avais été malhonnête, je partais avec votre chèque. Et puis on est parti en coopérative. Donc, dans la coopérative, c'est vrai qu'au départ, les gens, un syndicaliste qui vient les commander, c'est pas toujours évident. Mais je leur expliquais que c'était pour leur bien-être, parce que l'ouvrier, comme le responsable, je dis pas le patron, moi je me suis jamais pris pour un patron, il faut, si par exemple, il faut vendre ce stylo qui est sur la table vaut 1 euro, si on le produit à 1,20 €, on va pas durer longtemps. Donc, on a gagné beaucoup d'argent qui remontait une partie dans l'investissement et l'autre partie pour les salariés à leur compte courant d'associés. Ce qui fait que quand on a terminé, chacun a reçu une somme non négligeable. Alors oui, avant d'en arriver à la manière dont ça s'est terminé, il y a 2 questions. La première, c'est comment est-ce une activité qui n'était soi-disant pas rentable, quelques années après, vous gagnez beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous avez changé? Alors, ce qu'on a changé d'abord, c'est, comment dirais-je, la méthode de travail. Il y avait trop de laxisme. C'était du copinage dans le temps. C'était monsieur Paul, monsieur Jean, monsieur Alfred, machin. Bon, nous, j'ai vu une fois un film sur les coopératives ouvrières et je me suis dit, si on part comme ça, on va tomber. Où tous les lundis matins, tout le monde était réuni, on ne travaillait pas. Non, on ne peut pas ça. Donc j'ai bien expliqué aux gens, je ne me suis pas fait que des amis, il est sûr, mais je pourrais vous donner un exemple
pardon. Sur une machine où on emboîtait les agendas, quand on a repris ça, les gars, ils en faisaient 3 500, 4 000. À la fin, par faction, on arrivait à en faire 12 000. L'imprimerie, on avait... Toutes les machines étaient plus au goût du jour. On avait, par exemple, après, on achetait des machines, ce qu'on appelle en retiration, on pouvait faire 2 couleurs, recto-verso. Après, on achetait une rotative, ça imprimait, ça pliait. Et par rapport à ce que j'ai vu, j'ai visité à l'ouverture et tout, on était mieux équipés qu'eux, à force d'investir. Voilà. Mais ça demande aussi. J'avais un contremaître d'atelier qui était un type extraordinaire. Hein, et on a toujours des relations, on s'appelle 2 à 3 fois par semaine. Il est rugbyman, il me donne les nouvelles du S115, et c'est un monsieur, j'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, tu parlais tout à l'heure de savoir écouter les gens, par exemple, écouter le contremaître avant d'aller acheter la machine, etc. Absolument, ça, et on les important. emmenait même avec nous. D'accord. Ouais. J'ai renvoyé des gens en Angleterre, j'en ai renvoyé en Italie, j'en ai renvoyé en Allemagne, et puis on faisait des démonstrations, des essais. On n'achetait pas ça parce que c'était le copain de mon copain. Ça n'existait pas avec nous. D'accord. Voilà. Et alors, la manière de... Parce que donc vous avez augmenté la productivité à cette époque-là. Ouais. Ça n'a pas fait râler les gens en disant toujours plus, on nous exploite L'exploitation, j'ai jamais entendu ce mot. Il y a des gens qui disaient, putain, le syndicalisme, il nous embête, pour être poli. Il nous fait trimer. Ouais. Mais bon, c'était pour eux, hein. Ben oui. Et donc, alors, l'autre élément très important dans cette aventure, avoir le culot de dire ce secteur qui vaut rien, moi je vais le faire marcher. Oui. Et derrière, savoir s'arrêter aussi. C'est-à-dire que quand est arrivée l'heure de la retraite pour toi, Oui. tu t'es dit qu'est-ce que va devenir l'entreprise, et plutôt que de s'acharner à vouloir faire de l'anticapitalisme, tu t'es dit bah, tant pis, je vais le vendre au gars qui n'a pas voulu reprendre il y a 20 ans. On ne le vend pas à ce moment-là. D'accord. La coopérative, il faut savoir il faut sortir du statut. Si on est accepté, eh ben, on se donne. Par contre, les comptes courants d'associés leur sont remis par un chèque. Et ensuite, on avait trouvé un repreneur qui nous garantissait qu'on allait rester dans la région d'Angoulême. Donc, avec les autorités locales, je me suis bagarré avec eux pour qu'on monte une usine de 16 000 m² à Nersac, ce qui a été fait. Ensuite, on ne peut pas être jugé parti. Moi, je suis parti en retraite. Parce que dans la vie, il faut savoir s'effacer. Des fois, j'aurais pu être quelque chose qui ne m'aurait pas plu, me mettre en travers et tout. Non. Donc, je suis parti. Il n'y a qu'une fois où je suis revenu, et ça tombait mal, c'était le jour de mon divorce, où le PDG de chez Hamelin m'appelle, il me dit « Monsieur de la Fuente, faut venir parce qu'ils se sont mis en grève pour rien. » Et moi, je connais bien Monsieur Hamelin, fils, il est capable de fermer l'entreprise. Donc là, je suis venu leur parler. Bon, alors il y en a qui disaient « Oui, mais regardez ce mec-là, maintenant il a tourné ça. » C'est pas grave ça. On peut dire plein de mal de moi, ça c'est pas mon problème. J'ai ma conscience pour moi, j'ai le respect de l'ouvrier, comme du contremaître, comme du patron. Faut savoir dans la vie bien cloisonner les choses. C'est pas en étant grande gueule et puis rien faire, parce que tout le monde peut aboyer, c'est pas dur. Même un chien, il sait le faire. Donc oui, juste pour bien reformuler, au moment de la fin de la CIFAC, qui était le nom de la coopérative, Ouais. donc elle ne se vend pas, elle est donnée d'une certaine façon à un repreneur, Ouais. mais tout l'argent qui a été gagné a été passé en compte courant associé et reversé aux salariés, qui ont touché en moyenne une quinzaine de milliers d'euros Voilà. à l'époque. Alors, en plus, avec mes conseillers juridiques, dont c'était Maître Dumont, j'ai fait un protocole d'accord, comme quoi l'usine ne devait pas être déménagée, que les salariés, on ne pouvait pas les licencier qu'après 5 ans, mais s'ils avaient fait une bêtise, on ne peut pas intervenir. Et tout ça a été accepté. Donc aujourd'hui, j'en ai encore pas mal qui ne sont pas encore en retraite, des jeunes notamment. Voilà, donc il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui tourne toujours Oui. et qui s'appelle Leca, donc c'est les agendas Leca. Au début, ils avaient mis CIFAC Leca. Après, mais ça c'est pour des questions juridiques.
ils ont mis Groupe Hamelin, et après, je pense que ça, c'est au niveau des banques, ça s'appelle Leca. Est-ce que la famille Leca avait fait un protocole, ils voulaient garder leur nom? Ça, je ne sais pas. D'accord. Mais l'important, c'est que l'usine existe toujours, Absolument. emploie des salariés. Absolument, surtout que l'agenda aujourd'hui, bon, moi j'avais de la chance, hein, je rentrais toutes les portes à Paris, tous les publicitaires, j'allais les voir, et ça, l'agenda publicitaire tombe. Et c'est un gros travail, hein, parce que là, je peux vous dire que si j'avais pas eu le contremaître avec moi, on aurait été perdu. Après, il y a eu les gros marchés des banques. Une fois je suis sorti de la Société Générale, j'avais une commande de 300 millions. Oui, donc c'est 300, toujours on est dans les francs. Oui, ouais. je m'excuse, dans les anciens francs. Et disons que tout ça, ça diminuait avec les technologies modernes. Par contre, pour les enfants, l'agenda scolaire qui était le produit de la société Hamelin, ça n'a pas perdu beaucoup. Parce que c'est surtout des modes. C'est Chippy, c'est Crick, c'est Harley Davidson, c'est Benetton, c'est Oxford. On en faisait peut-être, je ne sais pas à l'époque, 4-5 millions. Alors l'important, c'est qu'aujourd'hui, malgré ce marché qui est en recul, l'usine existe toujours. Et ça, grâce à une gestion ambitieuse quand vous l'aviez, et ensuite à savoir passer la main au bon moment et dans de bonnes conditions, absolument, avec les bonnes garanties. Tu faisais allusion tout à l'heure au fait que le patron t'avait rappelé pour une grève, essayer de trouver un compromis. Il n'y a pas que le patron d'Hamelin qui t'a appelé. Souvent, l'union patronale t'appelait dans des conflits qui étaient dans l'impasse, pour servir de médiateur. Alors là aussi, c'est comment le syndicaliste manage le fait de sortir d'un conflit et de ne pas être accusé d'être un allié des patrons. Bon, d'abord, je commençais à regarder les bilans des gens, où était l'entreprise. Par exemple, je peux citer chez Dupuis, je peux citer Freiler, enfin pas mal. J'étais en rapport avec les syndics. Ils me disaient, nous, il n'y a plus rien dans la caisse. Si les gars se mettent en grève, c'est fini. Donc, j'allais discuter avec eux, je leur expliquais, ils comprenaient bien, et il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais, disons que le plus dur que j'ai eu à faire, c'est un jour, et puis ça je peux le dire, maintenant il y a prescription, M. Baguet m'a demandé de venir chez lui, au Jardin Vert. M. Baguet, pour mémoire, qui était le directeur de l'Union patronale. Voilà. Et puis il nous dit, écoutez, M. Dupuis, malheureusement, dans l'entreprise, ça ne va plus. Donc, il faudrait qu'il parte et qu'il laisse la main. Et effectivement, il a fallu lui parler. Bon, c'est pas toujours marrant non plus, mais on assumait. J'estime que dans la vie, quand on prend des engagements, faut pas faire du n'importe quoi. Et donc, ça s'est bien passé. L'entreprise tourne encore. Chez Freiler, la même chose. Par contre, j'étais un peu déçu du dirigeant de l'époque. Je lui avais dit, mais pour qu'il n'y ait plus de problème comme ça, donne au moins une action aux délégués syndicaux ou au comité d'entreprise qui puissent assister aux réunions, qui voient les bilans, qui peuvent poser des questions, et tu verras que ça ira mieux. Il ne l'a jamais fait. Donc, mais ils tournent toujours, ils ont été repris 2 ou 3 fois de plus. D'accord. On approche, on pourrait parler avec toi des heures, parce qu'il y a eu de nombreuses affaires. Avant qu'on se quitte, j'aurais voulu que tu nous parles du sens de l'engagement pour toi. Ton engagement de syndicaliste, et de syndicaliste, on va dire, pur et dur. Est-ce qu'on peut dire aussi communiste à l'époque? Absolument. Et en même temps, un engagement responsable, parce que à chaque fois, la volonté de défendre les salariés, mais pas par le jusqu'au-boutisme. Absolument. Je trouve que l'engagement, c'est quelque chose d'inné en la personne. Il y en a qui se mettent au syndicat pour être planqués, il y en a d'autres qui veulent s'instruire, donc je faisais partie de cette catégorie, modestement. Et puis d'être responsable, c'est important, très important. Il est sûr que quand vous étiez, tu as dit 2000, on était 1370. On avait des dépôts à Bordeaux, à Ivry, à Toulouse, etc., à Paris. Il faut savoir aussi consulter les gens, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que la marchandise s'écoule bien ou pas. À Ivry, j'ai visité après le dépôt, c'était gavé de marchandises et personne n'osait dire « Ah, mais il faut arrêter de produire ci, il faut arrêter de produire là. » Vous voyez? Donc, je crois que c'est ça qui m'a amené là. Et puis ensuite,
J'ai eu des cousins qui ont été des syndicalistes, mais toujours un peu dans mon style. Bon, peut-être moins sur l'économie, parce que en devenant responsable, responsable, pour pas dire patron. Non. Eh ben, on fait attention à ça aussi, parce que si on écoute tout le monde, faut tout casser, tout changer. Non, c'est pas une méthode. D'abord, on représente une confédération, il faut la respecter, mais moi, j'ai pas toujours écouté les ordres qu'on me donnait. Et j'ai toujours eu de bons rapports avec les journalistes, parce qu'eux aussi, ils font leur métier. Hein. Il y en a un, malheureusement, qui est décédé, Yvan Drapeau, qui m'a mis un article sur moi élogieux. Bon, je suis pas pour les fleurs, mais j'aime bien que les gens restent droits et dignes. Donc, voilà pourquoi je me suis engagé à ce niveau-là. Et je disais à Jean-Louis, aujourd'hui, je suis dans un club où je fais aussi, parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui souffrent, trop de gens qui mangent pas, trop de gens, cette guerre m'interpelle, ça me rend malade même. Quand je vois... Donc, je suis au Lions Club. Au début, on me dit, oh là, tu mets les pieds, ils sont tous de droite là-dedans. Non. Au début, je leur ai dit qui j'étais. Il y en a qui m'ont fait des réflexions, je les ai remis en place, et aujourd'hui, c'est mes meilleurs copains. La vie, elle n'est pas faite que parce que tu es étiquette de ci, de là. Il faut savoir respecter aussi les autres, les écouter. Bon. Voilà. Ben, si on peut retenir une leçon de ton témoignage, c'est effectivement ce qui compte, c'est de garder un esprit indépendant, toujours, et de façon à ne pas se laisser dicter sa conduite et pas de travailler selon sa conscience. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Serge. Je rappelle à nos éditeurs qu'ils peuvent nous réécouter en podcast sur nos sites internet rcf.fr et rcfcharente.fr. Eh bien, c'est moi qui te remercie, Jean-Louis, encore. Et puis, ça fait à peu près 20 ans qu'on ne s'était pas vu. Pour moi, c'est une grande joie. Merci.